Une tête de cheval, une queue de singe, des mâles qui donnent naissance aux petits. Les hippocampes sont des créatures fascinantes. Ils ont conquis le cœur des hommes et sont devenus des icônes de nos mers. Mais aujourd'hui, leur tête est mise à prix. Leur valeur dépasse parfois le prix de l'argent. La demande en hippocampe est telle qu'ils sont menacés d'extinction. À moins que tous les pays du monde ne se mobilisent pour les sauvegarder. J'ai entrepris de découvrir ce que ces poissons ont de si spécial et qui veut leur peau. Je m'appelle Nathalie Téché-Ricciardi et je plonge depuis mon enfance. Mon père, Sigurd Téché, est documentariste spécialiste des fonds marins. Il m'a transmis sa passion pour la vie aquatique et je suis aussi heureuse sous l'eau que sur terre. Aujourd'hui, je parcours le monde pour explorer les océans, rencontrer des créatures marines de toutes sortes et des scientifiques prêts à révéler leurs secrets. Je voudrais attirer l'attention du public sur la beauté, la fragilité du monde sous-marin et la nécessité de le protéger. Je vois les hippocampes comme les caméléons des mers. Ils sont étonnants, très séduisants et en danger. Dans le monde entier, leur nombre diminue. Pour comprendre pourquoi, je dois aller à leur rencontre. Je commence mes recherches près de chez moi, en Allemagne. On ne s'attend pas à ce que les eaux glacées de la mer d'Evaden aient pu abriter des hippocampes. Et pourtant, ils y étaient très communs à une période. Les herbes marines qui tapissaient les fonds leur procuraient un habitat idéal avant que ne surviennent des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Dans les années 1930, une maladie fongique les décime. Puis, la pollution engendrée par les activités humaines les empêche de se reproduire. Pendant 70 ans, on a cru que les hippocampes avaient disparu de la région. Mais en 2001, des marins-pêcheurs font une prise étonnante. Ils découvrent dans leur filet un hippocampe à museau court, l'une des 2 seules espèces européennes. C'est un mâle. Peu après, ils capturent une femelle. Ils sont amenés à un aquarium local qui décide de les placer ensemble. L'élevage d'hippocampes en captivité demande des conditions rigoureusement contrôlées. Mais les soigneurs ont bien fait les choses. Et le couple originel a donné naissance à une nombreuse progéniture. Ça a été une vraie réussite. Les jeunes qui sont nés ici ont été envoyés dans des aquariums publics dans toute l'Europe. Ils sont très appréciés des visiteurs et contribuent à faire connaître la situation critique des hippocampes sauvages du monde entier. Pour les protéger, il faut sensibiliser le public à cette situation. C'est cette mission que poursuit Projet Hippocampe. Un des bureaux internationaux de cette organisation se trouve aux eaux de Londres. Son objectif est d'étudier les hippocampes et d'encourager leur protection. C'est un champ de recherche passionnant. Nous découvrons de nouvelles espèces presque tous les ans, mais il nous reste beaucoup à apprendre sur certaines d'entre elles, leur durée de vie, l'évolution de leur population et les menaces qui pèsent sur elles.
Lors de désastres écologiques, comme celui de la mer des Wadden, les hippocampes sont parmi les premiers touchés. Les hippocampes vivent dans les eaux côtières peu profondes. Ils se plaisent dans les prairies d'herbes marines, les mangroves, sur les récifs de corail, dans les estuaires. Mais tous ces biotopes sont fragilisés par l'urbanisation, la pollution, etc. Nous avons peu d'exemples de populations d'hippocampes qui s'en sortent bien. Avec le déclin des hippocampes, difficile d'en rencontrer à l'état sauvage. Heureusement, il y a un endroit dans le sud de la France où je suis sûre d'en trouver. À l'étang de Thau, près de Sète, hommes et hippocampes vivent côte à côte en totale symbiose. Le bassin couvre 7500 hectares et il est relié à la mer par 2 canaux. On y élève des huîtres et des moules sur des cordes dans des eaux propres et riches en minéraux. Le biologiste marin Patrick Louisy m'explique pourquoi l'étang de Thau convient si bien aux hippocampes. Ils y trouvent une nourriture abondante. Et puis, c'est une lagune très large et assez profonde, ce qui en fait un milieu plus stable que d'autres lagunes. Ce sont des conditions idéales pour eux. La densité de leur population est de 3 individus pour 1000 mètres carrés. Autant dire que réussir à y dénicher des hippocampes risque de relever de l'exploit. Les tapis d'algues offrent de multiples cachettes aux hippocampes ainsi qu'à d'autres créatures. Comme ce crabe, couvert de son propre camouflage. Au bout d'un moment, un hippocampe se montre enfin. C'est un hippocampe à long museau, la seconde des 2 espèces européennes. Les hippocampes sont de piètres nageurs. Leurs nageoires ne leur permettent pas de lutter contre les courants violents et il leur arrive de mourir d'épuisement dans une mer houleuse. Les eaux calmes de ce vaste bassin leur conviennent parfaitement. Ils évitent de nager. Usant de leur queue préhensile comme d'une ancre, ils s'accrochent en général aux herbes, mais le doigt d'un plongeur fait aussi bien l'affaire. Patrick mesure l'hippocampe et confirme son identification. La densité du plancton réduit la visibilité des plongeurs, mais fait de cet environnement un paradis pour hippocampes. Grâce à un fort ensoleillement, le phytoplancton prolifère dans ces eaux et nourrit une profusion de zooplancton dont se régalent les hippocampes. Patrick et son équipe, ainsi que d'autres biologistes marins dans le monde, constituent une banque de données sur les hippocampes. À partir des études existantes, nous avons acquis une compréhension basique de leur biologie et mode de vie. Ils appartiennent à la famille des poissons à nageoires rayonnées, qui inclut plusieurs cousins proches et aussi étranges qu'eux. L'aiguille de mer a un corps plus allongé. Elle nage horizontalement, mais se tient la tête en bas pour mieux se dissimuler. Le dragon de mer feuillu a une capacité de camouflage très sophistiquée.
Seul l'hippocampe a un cou et nage à la verticale. Ses yeux protubérants, orientables à 360 degrés et indépendants, lui permettent de repérer facilement ses prédateurs et ses proies. Dépourvu de dents et d'estomac, il compense la faiblesse de sa digestion en avalant jusqu'à 3000 zooplanctons par jour. Arme redoutable, sa bouche en forme de tube se referme sur eux et les aspire instantanément. Il n'a pas d'écailles, mais une peau tendue sur des plaques osseuses. La couronne osseuse qui orne sa tête de cheval est unique pour chaque individu, comme les empreintes digitales. On reconnaît les mâles à la grande poche incubatrice qu'ils ont sur le ventre et qui va contenir les œufs puis les petits. Ce sont les seuls mâles du règne animal à donner naissance aux petits. Certains couples restent ensemble tout au long de la saison de reproduction et exécutent tous les jours une parade nuptiale avant de se mettre en quête de nourriture, chacun de son côté. Le mâle se cantonne à une zone d'1 mètre carré, tandis que la femelle s'aventure 100 fois plus loin. Les hippocampes sont des poissons si gracieux, si particuliers. C'est un privilège rare d'avoir pu en approcher à l'étang de Thau. Dans cette lagune, les hippocampes vivent en harmonie avec les hommes, sans être affectés ni par les élevages d'huîtres et de moules, ni par la navigation. Mais dans beaucoup d'autres mers côtières, l'activité humaine cause des ravages parmi la faune sauvage. Pour en savoir plus, je pars pour la Floride. Les résidents de la baie de Tampa sont férus de sports nautiques. La vie marine est ici bien agitée. Sous les hors-bords et les jet-skis, les hippocampes se cachent dans les champs d'herbes marines qui fournissent aussi en nourriture des voisins plus impressionnants. Depuis 30 ans, Roger Rip étudie les lamantins de Floride. Il a observé l'impact de l'activité humaine sur la flore dont dépendent les lamantins et les hippocampes. Les deux espèces partagent le même habitat d'eau peu profonde, qui souffre du passage fréquent des bateaux. Les plantes sont les premières à en pâtir. La raison en est que les sédiments soulevés empêchent la lumière de pénétrer dans l'eau, ce qui arrête la croissance de ces plantes. Mais la vie marine est menacée aussi par des dangers naturels. Des marées d'algues rouges apparaissent parfois sans prévenir. Ces végétaux libèrent des toxines mortelles pour la faune sauvage. Les lamantins sont aujourd'hui considérés comme une espèce en voie de disparition. J'espère que les hippocampes ne subiront pas le même sort qu'eux. Pour une fois, je peux laisser mes bonbonnes sur le bateau et me contenter du masque et du tuba. Nous ne tardons pas à attirer l'attention d'un imposant habitant des lieux. Les lamantins peuvent peser plus d'1,5 tonnes. Ces géants ont inspiré autrefois de belles histoires de sirènes. Ils vont respirer à la surface toutes les 20 minutes, même en dormant.
ce qui les rend inconscients du danger. Chaque année, beaucoup de lamantins meurent, heurtés par des bateaux. Celui-ci l'a échappé belle, mais il ne craint pas le contact humain. S'il est facile de tomber sur des lamantins ici, pour les hippocampes, c'est une autre histoire. Paul Anderson et son équipe de l'Université de Floride ont trouvé la solution pour les attraper. Je me joins à leur expédition pour évaluer la population locale d'hippocampes nains. Ils sont si petits que leur capture est laborieuse. Enfin, nous distinguons une minuscule silhouette dans le filet. Le voilà. Enfin, on retrouve cette espèce des Antilles au golfe du Mexique. Sa couleur varie du vert au noir. Paul me montre une autre expérience qu'il mène dans la baie. Il plonge dans l'eau un micro-sous-marin, un hydrophone et écoute. Tu veux écouter? Le bruit sec et saccadé est émis par les hippocampes. Ah oui! J'entends comme un crack. De retour au laboratoire, Paul étudie comment et pourquoi ils produisent ces sons. On va mettre des artémias dans l'aquarium et enregistrer les bruits que les hippocampes font en mangeant. J'allume le micro et on va minuter. À mon signal, verse les artémias. Je vais relever la fréquence des bruits. Tu es prête? Dans l'aquarium qui contient un couple, je verse la nourriture. Paul a découvert que chaque fois que les hippocampes se nourrissent, ils produisent un son. Femelle, 9,40, mâle. 9,43. On pense que c'est en frottant les plaques osseuses de leur tête l'une contre l'autre qu'ils produisent ce son. Si ces sons peuvent attirer les prédateurs, pourquoi les hippocampes prennent-ils ce risque? L'audition des hippocampes est calée sur la fréquence de ces sons. Tu vas observer. En s'écoutant les uns les autres, les hippocampes développent leurs échanges. On peut entendre ces sons lors d'affrontements, quand plusieurs mâles sont en rivalité pour une femelle. Mais comme les hippocampes sauvages vivent en couple, les sons peuvent servir à indiquer à leur partenaire leur position ou la présence de nourriture. On commence à peine à comprendre leur mode de communication. À l'autre bout du laboratoire, la prise de la journée est analysée pour répondre à une question plus immédiate. À combien se monte la population d'hippocampes de la baie? Après avoir été photographié, chaque hippocampe reçoit dans la queue une injection de teinture qui réagit aux UV et permet de l'identifier s'il est de nouveau capturé. Ainsi, la population des hippocampes peut être estimée avec précision. Cette étude a été lancée suite à la catastrophe écologique qui a frappé les côtes de la Floride en avril 2010. L'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, qui a déversé 750 millions de litres de pétrole dans les eaux du golfe du Mexique, a eu un effet dévastateur sur l'environnement et la faune des côtes de Floride, y compris très probablement sur les hippocampes nains.
Il faudra des dizaines d'années pour en mesurer toutes les répercussions. Dans d'autres régions du globe, d'autres événements menacent les populations d'hippocampes. À cause de notre appétit insatiable pour les produits de la mer, on pêche beaucoup plus qu'on ne consomme. Ces prises accidentelles de la pêche industrielle sont sans doute le pire danger que courent les hippocampes. Les prises accidentelles, c'est tout ce qu'on ramène dans le filet et dont on ne veut pas. Dans le cas de la pêche à la crevette, on peut rejeter jusqu'à 90% de la prise. Concrètement, pour 1 kilo de crevettes, on jette 9 kilos de tout ce qu'on ne veut pas garder. Dans ces 90%, il y a des étoiles de mer, des oursins et des hippocampes. Mais ils ne sont pas toujours rejetés, car leur commerce peut être très lucratif. Il est difficile à cerner, car il se pratique dans le monde entier. Avec des dizaines de millions d'individus concernés, c'est un des commerces d'animaux sauvages les plus importants au monde. Certains hippocampes finissent en souvenirs pour touristes. On vend des hippocampes séchés dans toutes les stations balnéaires, comme talismans ou bibelots associés ou non à des coquillages. J'en ai même vu dans un yo-yo. Ils ont tous été arrachés à leur milieu naturel pour finir dans ces boutiques. De grandes quantités d'hippocampes morts atterrissent aussi sur un autre marché. Pour en savoir plus sur ce commerce, je pars pour Hong Kong, plaque tournante de cette industrie mondiale, la médecine chinoise traditionnelle. J'appréhendais ce que j'allais trouver à Hong Kong. Je respecte beaucoup la culture chinoise, mais je me demande si les Chinois savent le tort que leurs pratiques traditionnelles causent aux hippocampes et à certaines autres espèces sauvages. La médecine traditionnelle chinoise, vieille de 2000 ans, est reconnue par l'OMS comme une forme de médecine alternative à laquelle 1/3 de la population mondiale a recours. Les herboristeries de Hong Kong regorgent de toutes sortes de plantes, de minéraux et de produits à base d'extraits d'animaux, bien souvent issus d'espèces menacées d'extinction, comme certaines parties du tigre ou des ailerons de requin. L'hippocampe est censé traiter de nombreuses affections qui vont de l'asthme aux troubles rénaux. Mais il est surtout très prisé pour ses vertus aphrodisiaques supposées ou pour lutter contre l'impuissance masculine et la stérilité. Un médecin peut prescrire une composition spécifique à un patient, mais dans des boutiques comme celle-ci, on peut acheter des hippocampes séchés entiers pour préparer des remèdes chez soi. Les grands hippocampes à police sont les plus recherchés. Mais aujourd'hui, il est plus commode d'avaler une pilule. Des hippocampes de toutes sortes sont réduits en poudre et vendus non seulement en Chine, mais partout où l'on préfère les médecines naturelles aux médicaments synthétiques. Ils font l'objet d'un commerce lucratif. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un commerce extrêmement important en volume, mais aussi en valeur. À Hong Kong, le prix des hippocampes séchés destinés à la pharmacopée dépasse parfois celui de l'argent. On estime que 20 millions d'hippocampes sont tués chaque année pour répondre à la demande de la médecine chinoise. Ce chiffre stupéfiant illustre bien la situation critique des populations d'hippocampes.
Aujourd'hui, on sait que l'offre ne peut pas suivre la demande. Alors, on traque les hippocampes dans tous les coins du monde et d'autres circuits commerciaux s'ouvrent. C'est dû en partie à la croissance de la population mondiale et à l'engouement pour les médecines traditionnelles, mais aussi à l'arrivée de nouveaux pays consommateurs sur ce marché. Mais il y a une bonne nouvelle pour les hippocampes. L'industrie pharmaceutique de Hong Kong est disposée à collaborer avec les scientifiques. La première chose a été de reconnaître que nous avions les mêmes intérêts. Comme nous, la communauté médicale chinoise ne veut pas de la disparition des hippocampes. Nous lui avons donc suggéré de ne plus commercialiser de mâles fécondés pour permettre le développement de nouvelles populations. Aussitôt, elle a établi un code de pratique qui en interdit la vente. Ça a constitué une avancée considérable. Les hippocampes sont reconnus internationalement comme une espèce menacée. De nombreux pays suivent la recommandation du projet Hippocampe et en limitent le commerce. Nous avons conseillé d'interdire la commercialisation des hippocampes de moins de 10 cm. Cela a donné au personnel des douanes, qui luttent contre le trafic de drogue et d'armes, mais aussi d'animaux, un outil de contrôle très simple à utiliser qui leur permet de voir immédiatement si un hippocampe est légalement exporté ou non. Ces lois sont un début. Elles contribuent à encadrer le commerce. Dorénavant, les hippocampes ne seront pas capturés avant d'avoir atteint leur maturité et les mâles se reproduiront sans être inquiétés. Mais qu'en est-il des populations humaines locales dont la survie dépendait de la pêche d'hippocampes? Je pars pour Anédoumone, aux Philippines, recueillir leurs témoignages. Entourées de barrières de corail, les Philippines connaissent une vie marine riche. La pêche est la principale source de revenus des villageois. Jusqu'à une période récente, les hippocampes représentaient une bonne partie de leur prise. En 2004, le gouvernement philippin en a interdit le commerce. Un certain nombre de pêcheurs ont dû se reconvertir, aidés par des organisations de protection des hippocampes comme celle d'Heather et son équipe. Beaucoup de pêcheurs philippins vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 000 $ par an. Il fallait donc concilier sauvegarde des hippocampes et besoins vitaux des pêcheurs. Les pêcheurs d'Anédoumone sont passés à la culture d'algues pour l'industrie alimentaire. Une fois séchée, cette algue devient un agent épaississant utilisé dans de nombreuses préparations culinaires. Cette nouvelle activité s'avère plus lucrative que la vente d'hippocampes. Leurs populations dévastées ont maintenant une chance de se reconstituer. Ces lampes, utilisées autrefois par les pêcheurs pour attirer les poissons, servent aujourd'hui à éclairer les coraux pour les plongeurs. Je veux me rendre compte par moi-même des bénéfices de l'arrêt de la pêche. En plongeant de nuit, je multiplie mes chances de faire de belles rencontres. Quelques jours après la pleine lune, c'est le frais des coraux. À marée haute, l'eau grouille de millions d'œufs et de sperme. En frayant ensemble par grosses quantités, les coraux s'assurent qu'un nombre d'œufs suffisants seront fécondés
et en même temps, ils font face à la prédation des chasseurs nocturnes. J'aperçois un hippocampe à queue de tigre. Ce sont ses rayures qui lui ont donné son nom. Mais tous les individus n'en ont pas. Leur couleur va du jaune au brun ou noir. C'est très rassurant de savoir que celui-ci est désormais à l'abri. Il devra faire face à ses prédateurs naturels, mais au moins il n'a plus rien à craindre des pêcheurs. Grâce à leurs nombreux talents, les pêcheurs sont devenus les promoteurs de la préservation des hippocampes. Pour compléter leurs revenus, ils sculptent des hippocampes en bois pour les touristes. Je ne voudrais pas quitter les Philippines sans avoir vu une espèce d'hippocampe très rare. L'hippocampe pygmée ne mesure que 24 mm et excelle en camouflage. Mes recherches seront difficiles, mais je sais dans quel type de corail il aime se cacher. Pour de nombreuses espèces, un bon camouflage est crucial. Sur ce récif, les résidents rivalisent d'ingéniosité et d'élégance. Ces trois poissons scorpions règlent un différend amoureux. Comme tous les poissons de fond, ils se déguisent pour piéger leur proie. Leurs nageoires pectorales sont constituées de longues épines sur lesquelles ils marchent. Les rayons de leurs autres nageoires sont reliés à des glandes à venin et leur servent à se défendre. Autre marcheur aquatique, ce petit poisson pégase est doté, comme les hippocampes, d'une peau cuirassée composée de plaques osseuses dures. Les poissons fantômes arlequins, à la silhouette insolite, imitent les branches de corail. D'une longueur de 17 cm, ils se tiennent verticalement la tête en bas. Ils flottent presque immobiles pour donner le change. Cependant, ce n'est pas eux que je cherche. Je veux voir un hippocampe pygmée. Le poisson-feuille est un bon imitateur, tanguant dans le courant en attendant sa proie. Certaines créatures empruntent leur costume. Comme ce crabe boxeur ou pom-pom crabe, qui a muni le bout de ses pinces d'anémones de mer pour attraper le plancton plus facilement. La crevette arlequin est décorative, mais surtout mortelle. Du moins pour les étoiles de mer. Avec ses grandes pinces aplaties, elle ouvre sa proie pour se régaler de ses entrailles. La victime sera lentement dévorée vivante, parfois pendant plusieurs jours. Je continue à chercher le corail là où les hippocampes pygmées trouvent refuge.
Enfin, dans le paysage multicolore, je distingue une gorgone dont les branches s'étirent pour retenir le plancton porté par le courant. Une des branches s'anime. C'est un hippocampe pygmée, à peine visible. Les hippocampes ont des cellules pigmentaires appelées chromatophores, capables de modifier la couleur de la peau pour adopter celle du milieu environnant. Mais les pygmées imitent en plus la texture du corail en couvrant leur corps de petites bosses, comme celle des polypes. J'aperçois un autre hippocampe pygmée, d'une variété Apolis cette fois. Je n'oublierai jamais cette plongée. À perte de vue, des gorgones habitées d'hippocampes pygmées. Voici un couple. La poche ventrale distendue du mâle est révélatrice. Les petits sont prêts à naître. Malheureusement, je n'assisterai pas à leur naissance. C'est pratiquement impossible en milieu naturel. Les hippocampes sont tellement populaires qu'on en fait parfois des animaux de compagnie. Encore une autre raison pour laquelle leur tête est mise à prix. Les propriétaires potentiels d'hippocampes doivent se poser les bonnes questions avant d'acheter. Au détail, on en trouve à des dizaines, voire des centaines d'euros. Le pêcheur indonésien qui les a attrapés gagne plus en les vendant vivants pour l'aquariophilie qu'autrement. Les aquariums éco-responsables comme celui-ci ne vendent que des individus élevés en captivité. Ils ne sont pas bon marché car leur élevage demande du temps et de l'énergie. Mais le prix rappelle aux clients que les hippocampes sont précieux. Ce ne sont pas des poissons rouges. Un moyen de réduire drastiquement la commercialisation d'individus sauvages serait d'augmenter fortement l'élevage. Mais ce n'est pas facile, comme Heather a pu le vérifier. Ce sont des poissons très délicats à garder et à élever. Quand j'ai commencé au zoo, il y a une dizaine d'années, c'était très difficile. On a beaucoup tâtonné. Aujourd'hui, on travaille avec des aquariums du monde entier et on élève 13 espèces différentes d'hippocampes. Le régime alimentaire a été un point critique. Leur estomac quasi inexistant les oblige à s'alimenter fréquemment. La nourriture les traverse, pour ainsi dire, de la bouche à l'autre extrémité. Donc, on a d'abord pensé qu'il fallait les nourrir le plus possible pour qu'ils récupèrent des nutriments au passage de la nourriture. Mais ce n'était pas concluant et on a essayé une autre méthode. On leur a donné à manger à des moments espacés et en quantité limitée. Du coup, maintenant, ils chassent leur nourriture. Ils se dépensent pour l'attraper. Cette méthode a eu un impact très bénéfique sur leur croissance. Ça les a rendus plus à même d'accepter les différentes sortes de nourriture proposées à chaque étape de leur vie. Mais d'autres facteurs expliquent la réussite du projet. La deuxième découverte capitale que nous avons faite concernait les aquariums. Nous avons abandonné les aquariums standards rectangulaires pour des contenants circulaires, comme les bocaux de poissons rouges. Cela leur a permis de tourner dans l'eau, de se nourrir et de se développer, au lieu de se retrouver coincés à la surface, gonflés de gaz intestinaux qui les empêchaient de digérer.
Ces problèmes sont maintenant résolus. Ces avancées ont considérablement amélioré le taux de réussite à l'aquarium de Londres. Mais comment appliquer ces techniques à l'élevage d'hippocampes dans le reste du monde? Pour l'instant, il est impossible de transférer notre expérience menée avec quelques aquariums à une entreprise commerciale de masse. On rencontre indéniablement des problèmes plus importants qu'avec d'autres espèces. Des problèmes d'alimentation, de maladies. Donc, malheureusement, on peut trouver des hippocampes d'élevage, mais en nombre restreint. Tant que les élevages industriels ne seront pas au point, les hippocampes sauvages seront en péril. Pour l'instant, la seule protection qu'on peut leur offrir se trouve dans des sanctuaires marins, comme celui que je vais visiter en Espagne. Ma dernière destination sera l'île de Tabarka. J'y rejoins des biologistes marins de l'université d'Alicante. Cette zone est une réserve naturelle protégée depuis 1986, la première qui a été créée en Espagne. Ces fonds sont couverts d'épaisses prairies d'herbes. Les posidonies, qu'on trouve dans les eaux peu profondes de la Méditerranée, forment les colonies d'herbes marines les plus étendues du monde. Elles vivent longtemps et poussent lentement. Les seiches qui y ont élu domicile changent de couleur et de texture pour s'y dissimuler. Mais comparées aux minuscules hippocampes, elles restent faciles à repérer. Les petits poissons, eux, disparaissent dans les herbes. Les plongeurs délimitent des zones de prospection pour les trouver. Ils ont recours à une technique d'échantillonnage aléatoire. Ils déposent un cadre métallique par intervalle sur le fond et notent tout ce qu'ils y trouvent. Ce travail est indispensable pour prouver les bénéfices que la vie marine obtient de réserves naturelles comme celle de Tabarka. L'équipe est à l'affût de tout signe de présence d'hippocampes. Cette femelle à long museau ne craint pas d'enrouler sa queue autour d'un doigt. Son partenaire est sûrement dans les parages. C'est une rencontre extraordinaire pour nous et la preuve que nos petits poissons se portent bien ici. C'était une plongée intéressante, mais ce n'est pas ma dernière à Tabarka. Je voudrais assister à un accouplement. Pour ça, il faut que je plonge de nuit. Le phare, construit au XIXe siècle, brille encore pour avertir les bateaux. Pendant que le faisceau lumineux tourne, les lampes torches des plongeurs balayent les prairies marines. Mais ce soir, les hippocampes ne se montrent pas. C'est très frustrant. Tous ceux que nous avons vus dans la journée ont disparu.
Heureusement, ce magnifique rite nuptial a été filmé en captivité. Avant l'accouplement, le couple exécute un véritable ballet aquatique qui dure plusieurs jours. Au terme de cette parade, ils entrelacent leur queue et leur danse peut durer encore 8 heures. La femelle est pleine d'œufs. C'est là sa seule contribution au cycle de reproduction. À la fin de la danse, les œufs sont transférés dans la poche ventrale du mâle et fécondés par lui. Le mâle est en gestation. Une inversion des rôles sexuels unique dans le règne animal. Selon les espèces, le mâle reçoit entre 15 et 2000 œufs, qu'il conserve dans sa poche incubatrice pendant parfois 1 mois. Quand les jeunes sont complètement formés, ils quittent la sécurité de ce petit monde pour l'immensité menaçante de l'océan. Les minuscules créatures sont livrées à elles-mêmes. Le père cesse de s'occuper d'elles à leur naissance. Le cycle de reproduction peut reprendre presque aussitôt. L'ovulation de la femelle étant réglée sur les naissances pour assurer une production ininterrompue de progéniture. Seuls 5% des jeunes survivent. D'à peine quelques millimètres, ils sont une proie idéale pour les poissons plus gros. Au moins, à Tabarka, ils sont à l'abri de la plupart des menaces humaines, ce qui fait d'eux des hippocampes très chanceux. J'ai adoré toutes les plongées qui m'ont permis de voir des hippocampes. Je pourrais les regarder pendant des heures. Ils sont vraiment à part et méritent qu'on les protège. Ce serait vraiment triste de laisser disparaître les hippocampes. Ce sont des poissons extraordinaires et les icônes de certains des milieux marins les plus menacés. Si nous parvenons à les protéger, la sauvegarde de ces milieux aura elle aussi considérablement progressé. La mer serait plus pauvre sans les hippocampes. Ils représentent la fragilité, la vulnérabilité de nos océans. Il suffit d'en voir un pour être instantanément conquis. Et une chose est sûre, les générations futures doivent connaître les hippocampes dans leur habitat naturel et bien vivant.